Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision, dont voici le sommaire. Tension politique pour les grands titres, tout de suite le développement dans ce journal. Très bonne nouvelle dans le domaine sanitaire, alors qu'une délégation du gouvernement composée du ministre de la Santé et celui de la Communication et Médias est sur place à Bunia, dans la province de l'Ituri, épicentre du virus Ebola Bundibugyo, pour étudier les mécanismes favorables en vue de répondre à l'urgence sanitaire. Un tout premier patient guéri de la maladie s'est vu libéré de l'hôpital, selon un témoignage des équipes de riposte à Bunia. Suivez. Que ce jour, nous venons d'enregistrer, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus, que les gens spéculent à gauche et à droite que nous ne pouvons pas enregistrer de guéri. Mais nous vous informons que après notre arrivée, l'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17, nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de tense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri. Et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Pour raison de famille, la famille a évité que les images puisse être publié, et c'est comme ça que nous faisons cette déclaration sans organiser des cérémonies solennelles que nous avons l'habitude d'organiser quand nous enregistrons les guéris. La proposition de loi organique relative à l'organisation du référendum en République démocratique du Congo a été jugée recevable mercredi 27 mai à l'Assemblée nationale. Le texte a été transféré une fois de plus à la commission politique, administrative et juridique pour examen approfondi, ajustement technique et intégration d'éventuels amendements. Trésor Corneille Tambi pour les détails. Dans un climat marqué par la rigueur parlementaire, la responsabilité et la vitalité du débat démocratique, les élus nationaux ont examiné plusieurs questions majeures engageant l'avenir institutionnel du pays et le renforcement de l'état des droits. Parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour figurait l'examen du rapport de la commission politique administrative et juridique relatif à la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Présidée par le député national André Mbata, cette commission a présenté son rapport sur la restructuration des textes qui a porté sur le 93 articles par l'entremise de son rapporteur, le député national Frédéric Bissimois Batandi. Cette initiative législative revêt une importance particulière dans la consolidation du processus démocratique dans la mesure où elle vise à doter le pays d'un cadre juridique clair, moderne et sécurisé pour l'organisation des consultations référendaires prévues par la Constitution. Le texte définit notamment les conditions de convocation du corps électoral, les modalités d'organisation du scrutin, le mécanisme de contrôle, ainsi que les garanties destinées à assurer la transparence, la crédibilité et la sérénité du processus référendaire. À l'issue du débat approfondi et constructif, témoignant du sérieux avec lequel la représentation nationale aborde les grandes réformes institutionnelles, l'Assemblée plénière a approuvé le rapport de la commission PHJ. Le texte a ensuite été renvoyé à cette même commission pour enrichissement et intégration des amendements dans un délai de 48 heures, conformément à la procédure parlementaire. Notons que cette proposition de loi relative à l'organisation du référendum en République démocratique du Congo comprend 8 chapitres et 45 articles, traduisant la volonté du législateur de baliser avec précision les différentes étapes du processus référendaire. Débat sur le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. L'opposition applique ses actions et recourt à la vieille carte, la ville morte le 3 juin prochain. Selon ce groupe d'acteurs politiques, la réforme constitutionnelle cacherait une volonté de balkaniser le pays. Suivez Délice Sanga, l'un des leaders du groupe C64, dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Aujourd'hui, en maintenant ce projet, en poursuivant ce projet, M. Tshisekedi s'est mis en rébellion contre la République
et a amorcé sa tentative de renverser le pouvoir, le régime constitutionnel établi. Et conformément à l'article 64 de notre Constitution, nous en appelons donc au peuple congolais de se mobiliser dans cette première action qui aura lieu le 3 juin, le mercredi, en amorçant la ville morte. Ce n'est pas le combat du C64 contre M. Tshilombo, c'est le combat de la nation et de la République contre la tyrannie et la dictature. C'est pour cette raison que le mercredi, nous demandons aux papas, aux mamans, aux jeunes, femmes, hommes de tous les coins de la ville de Kinshasa de rester chez eux pour manifester leur désapprobation de ce projet et d'être à l'attention, en alerte par rapport au calendrier des activités que l'on va lancer. Au regard de la démarche empruntée, l'opposition politique en RDC est-elle à bout de souffle? Cette question mérite d'être posée au regard de sa réaction mercredi 27 mai 2026. Tout en défendant la constitution du 18 février 2006, l'opposition appelle à une ville morte. Sa démarche violerait-elle l'esprit même de la dite constitution qui évoque bel et bien le référendum en ses articles 2, 5 et 218? Comment peut-on alors organiser le référendum consacré par la Constitution en certaines dispositions sans une loi relative? La rédaction s'est penchée sur la question. Suivez. Au Parlement comme en dehors de l'hémicycle de Lingala, l'opposition gronde et rejette la proposition de loi référendaire Ngondankoy, accusant le pouvoir de manœuvre dilatoire visant les changements à la Constitution en violation de la loi. Le groupe parlementaire Ensemble y a même suspendu sa participation au débat à l'Assemblée nationale, tout autant que les députés du NOJEC de Constant Mutamba. Seulement voilà, à la lumière des prescrits légaux, plusieurs analystes s'interrogent sur les dispositions de la Constitution violées par la majorité en adoptant la proposition de loi déclarée recevable depuis le 30 avril et suivi l'itinéraire jusqu'à son adoption en plénière. Aussi à noter que le référendum n'est pas une invention de la majorité. Il tire son existence de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions. Ces articles 2.5 et 218 sont explicites et n'appellent à aucun débat quant au référendum. Donc, le référendum est bel et bien consacré par la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo et que, depuis l'adoption de celle-ci en 2006, aucune loi n'a été adoptée interdisant son organisation, à l'instar des élections. D'où la question récurrente, quelles dispositions constitutionnelles ont été violées concrètement par la majorité pour que l'opposition en appelle par exemple à l'arbitrage du peuple par l'organisation d'une ville morte, ainsi que d'autres manifestations. C'est reste la pure manipulation sur fond de perte de vitesse et de manque de rationalité. Du reste, elle transpire dans le propos de Martin Fayoulou qui accuse le président Félix Tshisekedi d'être de mèche avec Paul Kagame pour balkaniser le pays, alors qu'il est connu par le monde que le dirigeant rwandais a longtemps dressé de pots de banane sur le chemin de Tshisekedi et que l'opposition congolaise s'abstient de dénoncer ce fait en refusant de condamner ces nombreux crimes commis sur le territoire national congolais et mentionné par les Nations Unies ainsi que plusieurs autres organisations internationales comme nationales. Ces souvenirs de récents échecs, des journées villes mortes, seraient un bon atout avant d'initier une quelconque recette de même ordre. Pendant ce temps, les bourgmestres de la ville de Kinshasa se prononcent en faveur du changement de la Constitution. À l'unanimité, ils ont annoncé leur adhésion imminente à la plateforme Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution C4, une initiative portée par l'UDPS pour soutenir le changement de la loi fondamentale. Écoutez leur déclaration. Les collectifs de bourgmestres estiment qu'aucune nation ne peut se développer durablement sans une réflexion permanente sur l'efficacité de ces institutions. À ce titre, nous saluons l'ouverture du débat national, démocratique et républicain, inclusif autour du basculement éventuel vers une 4e république, à travers une nouvelle constitution adaptée aux réalités politiques, institutionnelles
démographique, sécuritaire actuelle de notre pays. Considérons qu'il s'agit qu'un débat légitime, républicain, démocratique, qui doit se dérouler dans le respect des lois de la République, de la liberté d'expression et de la souveraineté populaire. À ce titre, nous saluons la sortie de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, C4 ainsi. Annonçons notre adhésion imminente et prenons l'engagement d'accompagner cette démarche de sensibilisation citoyenne visant à favoriser l'adhésion populaire à la nouvelle Constitution qui sera proposée à notre peuple. Dans cette perspective, nous travaillons dans le strict respect de la légalité, à informer, sensibiliser, encadrer nos populations respectives autour de l'enjeu lié à l'avenir institutionnel de notre pays. Après avoir participé activement aux travaux ayant abouti au désamorcement de la crise institutionnelle qui s'installait progressivement dans la province du Sud Kivu, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a, en sa qualité de notable de cette province, offert un dîner aux députés provinciaux et aux membres de l'exécutif provincial du Sud Kivu, dont le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi et le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. C'était le lundi 25 mai, dîner auquel s'étaient joints quelques notables de cette province. Suivait. Ces moments de convivialité étaient aussi l'occasion pour le professeur Modeste Bahati Lukwebo de réitérer son appel à l'unité des fils et filles du Sud Kivu pour privilégier la paix et le développement en vue d'accompagner les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions. Nous avons voulu offrir ce dîner en votre honneur pour que vous sachiez que vous demeurez toujours les nôtres, nous demeurons toujours dans la même famille et que, au retour, nous puissions intérioriser tout ce qui a été dit, tout ce qu'on nous a demandé de faire, c'est-à-dire privilégier l'entente, privilégier la cohésion, la concertation et surtout le dialogue permanent. Nous avons tous un devoir, les élus comme les membres de l'exécutif, c'est celui de faire de sorte que nous puissions nous battre à notre niveau et selon nos possibilités pour que la paix revienne dans notre pays, que le pays soit réunifié, qu'il y ait la paix et la sécurité, mais que dans l'entretemps, notre province du Sud Kivu continue à se développer. Pour rappel, après plusieurs tensions observées ces derniers temps dans la province du Sud Kivu, un climat d'apaisement s'est installé suite à l'implication des notables de cette province. L'esprit des dialogues ayant permis de mettre autour d'une table les acteurs impliqués dans cette crise, notamment les élus provinciaux et l'exécutif de cette province, occupés partiellement par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Au terme de ce dialogue, les différentes parties ont choisi la voie de la sagesse pour résoudre les conflits qui divisaient les institutions provinciales. Ainsi, l'émotion et autres agitations jugées déstabilisatrices devraient désormais laisser la place à une dynamique de collaboration et de travail pour le bien de la population. Suite à la fronde de certains détracteurs qui seraient financés pour nuire à l'image du parti dans la ville de Beni, la fédération FDC Nord Kivu reste soudée. Présente à Kinshasa autour de sa hiérarchie et quelques notables, elle a affûté ses armes pour une bonne entame autour de son vice-président national en charge du suivi, Jean Dédieu Banyene, tout en réitérant son soutien indéfectible à son président statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Regardez. Manœuvre dilatoire et coup bas, rien ne peut briser la glace FDC sur l'ensemble du territoire congolais et en dehors de ses frontières. La 10e force politique du pays demeure unie autour de son président statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Un soutien indéfectible et inconditionnel lui réitéré par la fédération du Nord Kivu par le biais de son vice-président national en charge du suivi, Jean Dédieu Banyene Mwombo, en présence de la présidente fédérale Vanivel Kenge, qui a échangé avec quelques notables sur la fronde orchestrée au Nord Kivu par le mafieux.
Une occasion pour ces cadres du parti de la Roue d'analyser le risque et proposer le voie des sorties face aux comploteurs. Nous savons que les problèmes sont nombreux là-bas au Nord Kivu et que nous chercherons des solutions à tout ça. Mais pour avoir des résultats positifs, il faut absolument que nous soyons unis, que nous travaillions coude à coude. Ça ne sert à rien d'avoir des rivalités et que nous devons travailler tous dans le même sens et selon la vision de notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. Le message que nous pouvons donner à la population du Nord Kivu en entière et en particulier aux camarades de l'AFDC, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir parce qu'au moins, il y a eu des nominés pour le suivi de cette fédération, pour la gestion de cette fédération, qui sont à la hauteur de leur tâche. En encourageant des dieux Banyene Muombo, l'heure est au réajustement en interne et à la restructuration de la monture AFDC Nord Kivu pour mieux affûter les armes en favorisant l'emploi et répondant aux exigences de l'autorité morale suivant la voie tracée par les présidents de la République. Nous sommes dans un projet. Il y a ce qu'on appelle indicateur objectivement vérifiable. Elle est une économiste, elle connaît. Je parle de quoi? IOV. Ces IOV vous conduisent aux résultats. Misons sur les indicateurs objectivement vérifiables. Misons sur l'unisson. Une occasion pour ces notables de saluer les avancées enregistrées par l'armée au front et la diplomatie pour une paix durable dans ces coins du pays, tout en lançant un message d'espoir et d'unité à la population kivusienne. Au quartier Livoulou, dans la municipalité de Lemba, la population fait face à une grave pénurie d'eau potable causée par l'absence régulière de desserte par la Régie des eaux depuis plusieurs années. Pour répondre à leurs besoins quotidiens, plusieurs habitants dépendent désormais des forages privés où l'eau est vendue à différents prix. Une situation qui devient encore plus difficile lors des coupures d'électricité, perturbant davantage l'accès à cette ressource essentielle. Un vrai cauchemar pour la population. Paolo Ntete a fait ce constat. Dans plusieurs coins du quartier Livoulou, les robinets restent secs pendant plusieurs jours sans aucune goutte d'eau ne soit vue des abonnés de la Régie des eaux. Face à cette situation, les résidents recourent aux bornes fontaines, communément appelées forages privés, pour accéder à l'eau. Très tôt le matin, femmes, hommes et enfants se dirigent vers le point de vente d'eau avec bidons, bassins ou seaux dans l'espoir de se procurer quelques litres d'eau afin de cuisiner, prendre bain, nettoyer ou encore faire la lessive. Il y a des difficultés, donc il y a long terme. À long terme, donc quand on a un forage, sans forage, on vit par jour, ça dépend de ce qu'on a. On se dépense à 10 000, on se 5 000, on se 3 000. On se 4 000, et ça dépend de la respiration, et dans le nombre au bazar. Mais cette situation alternative représente de multiples défis à surmonter, allant de la charge financière de plusieurs ménages vivant dans la précarité en passant par le coupure d'électricité entraînant l'usage de groupes électrogènes pour chuter aux inquiétudes sanitaires. Une urgence qui appelle au secours au même titre que d'autres à Livoulou. Dans un état de dégradation avancé, le pont reliant Tamende et Boutili sur la rivière Kikokwa est menacé d'effondrement. Cette infrastructure essentielle expose quotidiennement ses usagers à un danger permanent. Les riverains appellent les autorités à intervenir urgemment. Ricardo Olenga depuis Beni. Le pont jeté sur la rivière Kilokwa reliant le quartier Tamende et Boutili dans la ville de Beni, au nord Kivu, présente aujourd'hui un état de délabrement très avancé qui inquiète sérieusement les habitants.
Certains riverains craignent qu'un drame ne survienne dans le prochain jour si les mesures urgentes ne sont pas prises pour réhabiliter ou sécuriser ce pont devenu presque impraticable. D'abord, nous regrettons de voir d'abord ce projet qui a été lancé depuis il y a au moins 6 mois. Nous voyons comme s'il y a trop de retard dans l'exécution de ce projet parce que jusque-là, on pensait peut-être que ce projet serait déjà temps vers sa fin, mais contrairement à ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre, vous voyez vous-même, monsieur le journaliste, que ce pont jusque-là reste encore trop loin. On ne sait pas si quand faudrait-on finir avec ce pont. Et vous voyez même ici à côté ce pont de déviation qu'on a jeté, vraiment pour quand même permettre un passage libre pour les engins motorisés, en même temps la population. Mais nous voyons vraiment, ça présente aussi un danger vraiment énorme. Nous voyons déjà ici. Contactés pour donner des explications sur ces travaux de ce petit pont moderne, les ingénieurs en charge n'ont pas encore réagi. Nos efforts pour les rejoindre sont restés sans suite. Sport, football à présent. Une semaine après son élection à la tête de la Fédération congolaise de football, l'association Véron Mosengo Omba a présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, les défis majeurs du football congolais, notamment le transport des clubs, la sécurité dans les stades, le développement des ligues et la formation des jeunes. Lors de l'audience lui accordée à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État lui a annoncé un appui annuel de 2 millions de dollars pour les déplacements des équipes engagées au championnat national et a réaffirmé l'accompagnement du gouvernement pour la relance du football congolais. Les échanges ont également porté sur l'organisation des tournois scolaires et la tenue prochaine d'un séminaire sur la sécurité dans les stades. Suivez le président de la FECOFA à l'issue de cet entretien. Nous avons 4 priorités que j'ai déjà citées. Un des points les plus importants, c'est utiliser nos provinces comme de levier de développement du football. Dans chaque province, on aura des directeurs techniques provinciaux pour développer le football à la base. Et puis j'ai parlé aussi au président. Il a beaucoup apprécié les projets de championnat scolaire national. Donc le président apporte un soutien matériel conséquent pour notre championnat. Vous savez qu'un des postes les plus budgétivores, c'est le transport aérien, le déplacement de nos équipes. Donc le gouvernement va nous soutenir là-dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est Noël avant l'heure. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes nationales. Au revoir.